Imaginez un instant, on est en 2026. L'humanité a envoyé des robots sur Mars, on a photographié des trous noirs supermassifs à 55 millions d'années-lumière, on a détecté 5500 exoplanètes tournant autour d'étoiles lointaines à des centaines, voire des milliers d'années-lumière de nous. On a trouvé des géantes gazeuses plus grandes que Jupiter, des Jupiters chaudes, grillant tout près de leur étoile à des températures de 2000 degrés. Des super-terres rocheuses, des mondes de lave, des planètes de diamants, et même des mondes de la taille de la nôtre, potentiellement recouverts d'océans dans la zone habitable de leur étoile. On catalogue l'univers, on dresse la carte des mondes possibles, et on rêve de pouvoir un jour y habiter. Pourtant, ici même, dans notre propre jardin cosmique, dans notre propre système solaire, celui qu'on pensait connaître par cœur, depuis l'école primaire, il pourrait exister une autre planète massive. Une 9e planète. Elle serait 5 à 10 fois plus grosse que la Terre. Ce serait une sorte de super-Terre glacée qui nous aurait complètement échappé pendant des siècles d'observations astronomiques. Une planète fantôme dont on soupçonne l'existence qu'à travers les murmures gravitationnels qu'elles impriment sur les corps glacés qui peuplent les confins de notre propre monde. Alors comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'on peut être si doué pour détecter des objets si loin, pour regarder si loin, pour détecter des mondes à des distances inimaginables, et en même temps si aveugle à ce qui se cache peut-être juste sous notre nez, dans l'obscurité glaciale de notre propre système solaire ? Cette question, ce paradoxe apparent, sera le point de départ de notre histoire. Une histoire qui nous force à nous demander comment sait-on ce que l'on sait ? Et surtout, comment devine-t-on ce que l'on ne voit pas ? Mais juste avant de continuer cette vidéo, je voudrais vous parler rapidement du sponsor du jour. Si l'intelligence artificielle vous intrigue, alors ça devrait vous intéresser. On vit une période où l'IA évolue à une vitesse folle. Chaque semaine, il y a des nouveaux modèles, de nouvelles technos, de nouveaux outils qui sortent. Et aujourd'hui, le vrai défi, c'est plus seulement de s'y intéresser, c'est de réussir à suivre le rythme et de savoir quel outil utiliser pour quelle tâche. Parce qu'en réalité, chaque IA a ses propres points forts, ses limites, ses spécificités. Et on ne devrait pas se contenter d'une seule IA pour tout faire. Eh bien, c'est justement ce que propose Mammouth AI. C'est une plateforme française qui rassemble dans une seule interface des milliers de modèles du moment. Ceux d'OpenAI, de Google, d'Anthropic, de Mistral, mais aussi de Perplexity pour la recherche web ou des IA d'images. Vous pouvez passer de l'un à l'autre en un clic, comparer leurs réponses sur un seul et même prompt et choisir celle qui colle le mieux à ce que vous cherchiez. Et le tout à partir de 10 € par mois. C'est beaucoup plus abordable que de devoir s'abonner à chaque outil séparément, ce qui vous reviendrait à plus de 200 € au total. Donc non seulement c'est plus efficace, mais c'est aussi beaucoup plus économique. En plus, Mammouth AI est conforme au RGPD et n'utilise pas vos données pour entraîner leur modèle. Donc vous pouvez l'utiliser en toute tranquillité. Bref, si vous voulez vraiment profiter de ce que l'IA peut vous offrir, sans vous éparpiller et sans vous ruiner, je vous recommande d'y jeter un œil, le lien est en description. Maintenant, on reprend la vidéo. Pour comprendre comment est-ce qu'une planète pourrait se cacher chez nous, il faut d'abord comprendre comment est-ce qu'on les trouve ailleurs. Et pour ça, il va falloir remonter en 1995. À l'Observatoire de Haute-Provence, dans le sud de la France, deux astronomes suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, scrutent le ciel nuit après nuit. Ils ne cherchent pas à voir une planète, ils savent que c'est impossible. Une planète, même géante, est des millions de fois moins lumineuse que son Soleil. La voir directement, c'est comme essayer de distinguer une luciole posée au bord d'un phare de voiture, à des kilomètres de distance, en plein jour. En fait, ils ont eu une approche indirecte, plus subtile, presque une sorte d'enquête. Ils utilisent une technologie qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. L'idée est simple, mais élégante. Une planète, en tournant autour de son Soleil, ne la laisse pas parfaitement immobile. Par sa propre gravité, elle la fait légèrement valser, osciller sur place. C'est comme un danseur qui fait tourner sa partenaire. Lui aussi bouge un peu, même s'il est plus lourd. Ce minuscule mouvement de l'étoile, cette danse imperceptible, modifie la lumière que nous recevons. Quand l'étoile s'approche de nous, dans sa valse, sa lumière se décale légèrement vers le bleu. Et quand elle s'éloigne, elle se décale légèrement vers le rouge. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. C'est la même qui fait qu'une sirène d'ambulance change de son quand elle passe à côté de nous. En mesurant ces infimes décalages de couleurs avec un spectrographe, un instrument qui décompose la lumière en ses différentes longueurs d'onde, Mayor et Queloz peuvent déduire la présence d'un compagnon invisible, estimer sa masse et surtout calculer la durée de son orbite. Et en cette année 1995, ils trouvent quelque chose.
Autour de l'étoile 51 Pégasi, une étoile semblable à notre Soleil, située à 55 années-lumière, il détecte une oscillation régulière, la signature indubitable d'une planète. Mais pas n'importe laquelle. Une géante gazeuse, de la moitié de la masse de Jupiter, mais qui fait le tour de son étoile en seulement 4 jours. 4 jours. À titre de comparaison, Jupiter fait le tour de son étoile en 12 ans. C'est un Jupiter chaud, un monstre gazeux qui orbite si près de son étoile que sa surface doit être portée à plus de 1000 degrés. C'est la première exoplanète jamais découverte autour d'une étoile similaire à notre Soleil. Le monde de l'astronomie, à l'époque, était sous le choc. On pensait que les géantes gazeuses pouvaient se former que loin de leur étoile, là où les glaces peuvent s'agglomérer comme dans notre système solaire. Cette découverte ouvre une boîte de Pandore. Les mondes possibles sont bien plus étranges et variés que ce qu'on aurait pu imaginer, en tout cas à l'époque. Le prix Nobel de physique leur sera décerné en 2019 pour cette découverte qui a lancé une véritable révolution. Depuis, les spectrographes se sont perfectionnés, comme l'instrument HARP au Chili, ou même Expresso, capable de détecter des variations de vitesse de l'ordre de 10 cm par seconde. C'est la vitesse d'un homme qui marche tranquillement. C'est le niveau de précision qu'il faudrait pour détecter une planète comme la Terre autour d'une étoile comme le Soleil. Alors là, faut déjà se représenter la chose. Imaginez détecter un mouvement de 10 cm par seconde sur un objet situé à des années-lumière. C'est comme si vous pouviez voir, depuis Paris, une fourmi marcher sur le sommet de l'Empire State Building, à New York. La précision de ces instruments est, pour le coup, vertigineuse. Et dans la foulée, une autre méthode, encore plus simple dans son principe, va se révéler extraordinairement fructueuse. La méthode des transits. L'idée est de surveiller la luminosité d'un très grand nombre d'étoiles en continu pendant des mois, voire des années. Si une planète passe exactement devant son étoile depuis notre point de vue, elle va provoquer une mini-éclipse, une infime baisse de luminosité régulière à chaque passage. C'est comme si un moustique passait devant un lampadaire à l'autre bout de la rue. La baisse de lumière est infime, de l'ordre de 1% pour une planète de la taille de Jupiter et 0,01% pour une planète de la taille de la Terre. Mais avec des télescopes spatiaux comme Kepler, lancé en 2009, ou TESS, lancé en 2018, dédiés à cette tâche et observant des centaines de milliers d'étoiles simultanément, on peut mesurer ces variations avec une précision quasi parfaite. Cette méthode est d'ailleurs devenue notre principal outil. Des milliers de planètes découvertes et surtout, elle nous donne la taille de la planète. Plus elle est grosse, plus elle bloque la lumière. En combinant les deux méthodes, on peut avoir la masse par la vitesse radiale et la taille par les transits. Et donc on peut calculer la densité. Et la densité, c'est la clé pour savoir si on a affaire à une planète rocheuse, comme la Terre, ou une géante gazeuse, comme Jupiter, ou même quelque chose d'intermédiaire, comme ces mystérieuses mini-Neptunes, qui n'ont pas vraiment d'équivalent dans notre système solaire. Il existe aussi d'autres techniques, plus rares et plus extrêmes. L'imagerie directe, le Graal des chasseurs d'exoplanètes. On a réussi l'exploit de photographier directement quelques planètes comme Beta Pictoris b, une géante gazeuse 10 fois plus massive que Jupiter, en utilisant des coronographes, des systèmes complexes qui masquent la lumière aveuglante de l'étoile pour révéler le faible point lumineux de la planète à côté. C'est un petit peu comme mettre sa main devant le soleil pour voir une étoile en plein jour. Ou encore, il y a aussi les micro-lentilles gravitationnelles, qui utilisent la déformation de l'espace-temps prédite par Einstein. En gros, si une étoile passe devant une autre, sa gravité peut agir comme une sorte de loupe cosmique et amplifier la lumière de l'étoile d'arrière-plan. Si l'étoile au premier plan a une planète, celle-ci va créer une petite perturbation supplémentaire dans l'amplification, trahissant sa présence. Et enfin, il existe une dernière méthode, encore plus exotique, la chronométrie des pulsars. Les pulsars sont des cadavres d'étoiles ultra denses, des étoiles à neutrons qui tournent sur elles-mêmes à des vitesses folles, parfois des centaines de fois par seconde, en émettant des flashs radio d'une régularité métronomique, plus précise que les meilleures horloges atomiques. Si une planète orbite autour d'un pulsar, elle va perturber sa régularité, ce qui va créer des minuscules avances ou retards dans l'arrivée des flashs. C'est d'ailleurs par cette méthode qu'a été découverte la toute première exoplanète confirmée en 1992 autour du pulsar PSR B 1257 plus 12. Un monde étrange, bombardé de radiations mortelles, mais
une planète quand même. Preuve que des mondes peuvent exister même dans des endroits improbables. Ce qui est fascinant, c'est la diversité des mondes qu'on a découverts. Des planètes de lave où la surface est un océan de roches fondues. Des planètes de diamants où la pression est si intense que le carbone cristallise en pierres précieuses. Des planètes gonflées comme des ballons dont la densité est inférieure à celle du liège. Des planètes en orbite autour de 2 soleils comme Tatooine dans Star Wars. Des planètes si proches de leur étoile qu'elles sont verrouillées par les marées, avec un côté éternellement lumineux et l'autre côté plongé dans une nuit éternelle. Le télescope spatial Kepler, à lui seul, a découvert plus de 2600 exoplanètes confirmées avant de tomber en panne en 2018. Son successeur, TESS, continue le travail en se concentrant sur les étoiles les plus proches de nous. Et le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, peut désormais analyser l'atmosphère de certaines exoplanètes, en cherchant des signatures de molécules comme l'eau, le méthane ou même l'oxygène. On vit une époque extraordinaire où la question « existe-t-il d'autres planètes comme la nôtre ?» passe du domaine de la philosophie à celui de la science expérimentale. Donc, pour résumer, on a un arsenal de techniques ingénieuses pour trouver des mondes à des années-lumière. Alors, pourquoi ce serait si difficile de trouver une planète dans notre système solaire ? Eh bien, la réponse tient en un mot, l'obscurité. Toutes nos méthodes ont tous un point commun. Elles dépendent de la lumière de l'étoile. Que ce soit pour voir l'étoile vaciller, pour voir sa lumière baisser lors d'un transit, ou pour utiliser sa lumière comme d'une loupe cosmique, il faut dans tous les cas une étoile brillante, toute proche. Parce qu'une planète ne produit pas de lumière par elle-même. Elle ne fait que refléter la lumière de son soleil. Et plus elle est loin de son étoile, moins elle reçoit de lumière et donc moins elle en reflète. Si vous doublez la distance, vous recevez 4 fois moins de lumière. Une planète située 10 fois plus loin du Soleil que Neptune, qui est déjà à 30 unités astronomiques, c'est-à-dire 30 fois la distance Terre-Soleil, recevrait 100 fois moins de lumière. Elle serait plongée dans une obscurité quasi totale, un crépuscule éternel où le Soleil ne serait qu'une étoile brillante parmi d'autres. Pour nos télescopes, elle serait un fantôme. La méthode des transits ? Eh bien ici, ce serait inutile. Il n'y a pas d'étoile de fond pour l'éclipser. La vitesse radiale ? Eh bien, le Soleil est si massif qu'une planète de 10 fois la masse terrestre à une telle distance ne ferait pratiquement rien bouger. Le mouvement serait noyé par le bruit dans les propres soubresauts de notre étoile, ses éruptions solaires et ses oscillations internes. L'imagerie directe, eh bien ça reviendrait à chercher un pixel noir dans une image déjà toute noire. Et c'est ça toute l'ironie, notre connaissance des exoplanètes est biaisée. Nous trouvons plus facilement les planètes grosses et proches de leur étoile parce qu'elles produisent des signaux plus forts. Ces Jupiters chauds, ces monstres improbables, ont été les premiers découverts non pas parce qu'ils sont communs, mais parce qu'ils sont les plus faciles à voir. Une planète lointaine, plus petite et plus sombre, est le pire cauchemar pour les chasseurs de planètes. C'est ce qu'on appelle un biais observationnel. On ne voit pas un échantillon représentatif de ce qui existe, mais un échantillon de ce qui est le plus facile à voir. Et ce biais est considérable. Pendant longtemps, les astronomes ont cru que les Jupiters chauds étaient communs, parce qu'ils étaient les premiers à être découverts. Mais avec des instruments plus sensibles et des observations plus longues, on s'est rendu compte qu'ils sont en fait assez rares. La plupart des exoplanètes sont plus petits, plus froids, plus difficiles à détecter. Et du coup, la question c'est combien de planètes nous échappent encore complètement ? Combien de mondes sont trop petits, ou trop froids, ou trop lointains pour que nos instruments les détectent ? La réponse ? Énormément, et peut-être même la majorité. Cette difficulté à voir ce qui est sous nos yeux est parfaitement illustrée par l'histoire de Pluton. Découverte en 1930 par Clyde Tombaugh, un jeune astronome autodidacte du Kansas, Pluton a été la 9e planète du système solaire pendant 76 ans. C'était un monde lointain, mystérieux, à la frontière de l'inconnu. Mais au début des années 2000, les astronomes, notamment Mike Brown de Caltech, commencent à trouver d'autres objets d'une taille similaire à Pluton dans la même région, la ceinture de Kuiper. En 2005, l'équipe de Mike Brown découvre Eris, un objet qui s'avère être encore plus massif que Pluton, bien que légèrement plus petit en diamètre. Alors, la question se pose, si Pluton est une planète, est-ce qu'Eris doit l'être aussi ? Et si on en trouve d'autres ? Est-ce qu'il faudra une liste de 20, 50, 100 planètes ? L'Union astronomique internationale a dû trancher.
En 2006, lors d'un vote d'ailleurs controversé à Prague, elle a établi une nouvelle définition. Pour être une planète, un corps doit orbiter autour du Soleil, être suffisamment massif pour que sa propre gravité lui donne une forme sphérique. Et, crucial, avoir nettoyé son voisinage orbital. En gros, ça veut dire être devenu l'objet gravitationnellement dominant de son orbite, avoir balayé ou capturé les débris environnants. Le problème, c'est que Pluton échoue sur ce troisième point. Elle partage son orbite avec une multitude d'autres corps de la ceinture de Kuiper. Elle a donc été déclassée au rang de planète naine. Cette décision est très controversée, surtout aux États-Unis, où Clyde Tombaugh était une figure héroïque de l'astronomie américaine. Certains astronomes, comme Alan Stern, le responsable de la mission New Horizons, qui a survolé Pluton en 2015, d'ailleurs qui a révélé un monde d'une beauté et d'une complexité inattendue, avec des montagnes de glace d'eau, des glaciers d'azote et un cœur géant, contestent encore la décision aujourd'hui par rapport à Pluton. Mais ça illustre une chose fondamentale. Notre vision du système solaire n'est pas figée. Ça évolue avec nos découvertes. Et ça nous rappelle que les frontières de notre monde sont bien plus peuplées et plus complexes que les 8 planètes bien rangées de nos manuels scolaires. Et surtout, ça nous rappelle que même dans notre propre système solaire, on continue encore aujourd'hui à faire des découvertes. Chaque année, de nouveaux objets sont trouvés dans la ceinture de Kuiper. Certains sont minuscules, de quelques kilomètres de diamètre, d'autres sont suffisamment gros pour être sphériques. Et certains, comme Sedna, ont des orbites si étranges que ça défie notre compréhension. Le système solaire n'est pas un livre fermé, c'est un livre dont nous tournons encore les pages. Alors revenons sur notre planète mystère. L'idée d'une planète cachée n'est pas nouvelle, ça hante l'astronomie depuis des siècles. À la fin du 19e siècle, l'astronome américain Percival Lowell, un homme riche et excentrique, croyait aussi qu'il existait des canaux martiens. Il était obsédé par les perturbations de l'orbite d'Uranus et de Neptune. Et il était aussi convaincu qu'une planète secrète se cachait au-delà. Il a d'ailleurs consacré une partie de sa fortune à la chercher depuis son observatoire en Arizona. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette recherche que son successeur, Clyde Tombaugh, a découvert Pluton en 1930, en comparant méthodiquement des plaques photographiques du ciel prises à quelques jours d'intervalle. On a d'abord cru que Pluton était la fameuse planète mystère, mais on s'est vite rendu compte qu'elle était bien trop petite, bien trop légère pour expliquer les anomalies orbitales supposées. L'ironie, c'est que plus tard, avec des mesures plus précises de la masse de Neptune, grâce au survol de Voyager 2 en 1989, on s'est aperçu que ces anomalies n'existaient finalement pas. Elles étaient dues à une erreur dans l'estimation de la masse de Neptune. Lowell cherchait un fantôme né d'erreurs de calcul. Mais l'histoire de la découverte de Neptune, elle, est bien réelle et spectaculaire. En 1846, l'astronome français Urbain Le Verrier, en étudiant l'orbite d'Uranus avec une précision obsessionnelle, remarque qu'elle ne se comporte pas exactement comme la théorie de Newton le prédit. Il y a des écarts, des perturbations inexpliquées. Il postule alors l'existence d'une planète inconnue, plus lointaine, qui perturberait Uranus par sa gravité. Il calcule sa position probable, sa masse, son orbite, uniquement à partir des équations de la mécanique céleste, sans jamais l'avoir vue. Et il envoie ses calculs à l'observatoire de Berlin. La nuit même de la réception de la lettre, les astronomes pointent le télescope vers l'endroit et trouvent Neptune, à moins d'1 degré de la position prédite. C'est un triomphe spectaculaire, c'est un triomphe de la raison pure. On a trouvé un autre monde, non pas en le voyant, mais en devinant sa présence, par son influence sur un autre monde. Eh bien, c'est exactement le même raisonnement qui nous met sur la piste de la planète 9. Au début des années 2010, des astronomes étudient les objets les plus lointains de notre système solaire. Des corps célestes glacés aux orbites immenses bien au-delà de Neptune, dans une région qu'on appelle le disque dispersé, ou les objets transneptuniens extrêmes. Ils remarquent quelque chose d'incroyablement étrange. Une demi-douzaine de ces objets les plus extrêmes, ceux dont le périhélie, c'est-à-dire le point le plus proche du Soleil, est au-delà de 30 unités astronomiques, et dont le demi-grand axe dépasse 150 unités astronomiques, ont des orbites qui semblent groupées, alignées dans la même direction de l'espace. C'est comme si une main invisible les avait poussés et les maintenait ensemble. La probabilité que ce soit du hasard est de 0,007%. C'est comme lancer 6 dés qui tombent tous sur la même face, plusieurs fois de suite. Il y a forcément une explication.
Alors, on teste toutes les théories. L'influence de Neptune, une marée galactique, le passage d'une étoile proche, rien ne colle. La seule explication qui fonctionne dans leur simulation, ce serait une planète massive, 5 à 10 fois la masse de la Terre, sur une orbite immense et extrêmement elliptique. Un berger cosmique qui sculpte les orbites de ces petits corps lointains. Depuis janvier 2016, la chasse est ouverte. Des télescopes comme le Subaru télescope à Hawaï, avec son immense miroir de 8 mètres et son champ de vision large, scrutent le ciel nuit après nuit, à la recherche de ce point lumineux lointain et faible. Mais le problème, c'est que la zone à couvrir est immense, et la planète, si elle existe, est probablement à son aphélie, c'est-à-dire le point le plus éloigné du Soleil, 500 voire 1000 unités astronomiques. Un des espoirs serait l'observatoire Vera Rubin, qui va bientôt cartographier l'intégralité du ciel tous les quelques jours. Et s'il y a quelque chose, il y a de bonnes chances qu'il le trouve. Mais même si on ne la trouve jamais, la quête de cette planète numéro 9 aura une valeur immense, parce que ça nous aura forcé à regarder plus attentivement les confins de notre système solaire, à découvrir de nouveaux objets, à affiner nos modèles de formation planétaire. Chaque recherche, même infructueuse, nous apprend quelque chose. Et si la planète 9 n'existe pas, il va falloir trouver une autre explication pour l'alignement étrange de ces objets transneptuniens. Et cette explication pourrait être encore plus surprenante qu'une simple planète. Et surtout, cette quête nous confronte à une question fondamentale, les limites de notre perception. On a construit des télescopes gigantesques, des instruments d'une précision inouïe, mais ils ne peuvent voir que ce qui est visible. Et l'univers, lui, est peut-être majoritairement sombre. La matière noire, par exemple, on en a déjà fait une vidéo, représenterait 85% de la masse de l'univers et nous échappe complètement. On sait qu'elle existe sans doute parce que les galaxies tournent trop vite, parce que la lumière se courbe là où il ne devrait pas y avoir de matière. Mais on ne sait pas ce que c'est. L'énergie sombre qui accélère l'expansion de l'univers, un abîme d'ignorance. Ensemble, la matière noire et l'énergie sombre représentent 95% de l'univers. Et on ne voit que 5% de ce qui existe. L'idée qu'il puisse exister une planète de la taille de la Terre et que cette planète se cache dans notre système solaire nous incite à faire preuve de plus d'humilité. Ça nous rappelle que même dans notre voisinage immédiat, des pans entiers de la réalité peuvent nous être invisibles. Merci à Mamoutai d'avoir rendu cette vidéo possible, tous les liens sont en description.